Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aussi nombreux ce soir. Merci Fanny pour cette introduction. J'espère que le débat apportera de manière générale sur cette question qu'a présentée Fanny et plus largement sur l'ensemble des questions que nous posons. Alors, camarades, j'aimerais commencer par une remarque liminaire, décevante peut-être, mais je crois nécessaire. La question posée, la Chine est-elle socialiste, est vaste, vaste comme le pays en question, et il ne saurait être question d'y répondre de manière définitive en donnant tous les arguments nécessaires à cet enjeu. Ce sera aussi l'objet du débat qui suit, mais aussi, certainement, de futurs rendez-vous que d'avancer ensemble sur cette question dans ses différentes dimensions. J'insiste sur cette question des différentes dimensions. Le socialisme, comme ce que nous appelons communisme, et avant eux, le capitalisme ou le féodalisme, concerne à la fois l'économie, c'est-à-dire le mode de production, et les rapports sociaux de production en son sein, entre classes, mais entre travailleurs et travailleuses eux-mêmes aussi. Mais aussi la démocratie hors des entreprises et les rapports sociaux hors de la production. Nous critiquons le capitalisme, même dans ses formes inscrites dans la démocratie parlementaire, car il réduit la démocratie aux institutions étatiques et arrête celle-ci, la démocratie, aux portes des entreprises. À l'inverse, nous ne saurions réduire la question du socialisme aux seuls rapports sociaux de production, à la seule question de la propriété formelle des moyens de production, voire même à la seule question du caractère démocratique de la gestion des entreprises, en excluant toutes les autres dimensions qui constituent la vie civile. Alors, c'est en ayant conscience de ces limites et de la nécessité de prendre en compte ces éléments qui ne manqueront pas de venir dans le débat que je vais cependant faire une telle réduction économiciste. Tout en insistant sur le fait que ça ne peut être qu'un point de vue limité, il me semble néanmoins que ce choix se justifie et qu'il n'est pas un point de vue parmi d'autres, mais le nécessaire point de départ avant d'analyser les autres dimensions. Puisque, comme le rappelait Engels dans sa célèbre lettre à Joseph Bloch, c'est en dernière instance la dimension économique qui détermine les autres dimensions et non l'inverse pour un marxiste. Alors, la Chine nous désarçonne, car elle ne correspond pas à ce que nous avons l'habitude de qualifier d'économie socialiste, qui demeure marquée par l'exemple soviétique qui, économiquement, se caractérisait par deux éléments. Premièrement, tous les moyens de production étaient socialisés, nationalisés, il n'y avait pas d'entreprise privée. Et deuxièmement, le marché a été réduit à sa portion congrue, les marchandises étaient produites, circulaient et étaient distribuées suivant les décisions du puissant ministère du Plan, qui décidait aussi des investissements et donc, in fine, de la répartition de la force de travail. Alors, si on conserve ces deux critères, on est tenté de dire que la Chine n'est pas socialiste. Il y a visiblement des entreprises privées et le marché s'y porte très bien. Le gouvernement chinois en est d'ailleurs très fier et met au cœur de sa conception du socialisme l'idée d'une économie de marché socialiste. Alors, je reviendrai sur ce point rapidement, mais ce n'est pas le plus crucial à mes yeux. La planification est en effet moins un trait constitutif du socialisme que l'idée d'exproprier les capitalistes et de socialiser, nationaliser les entreprises. Alors que les entreprises d'État soient minoritaires en Chine, c'est une chose certaine. Les entreprises d'État, au sens où nous entendons nos monopoles publics comme EDF, France Télécom, la SNCF, etc., représentent moins de 2,5% des travailleurs et travailleuses chinoises. Si on y ajoute les entreprises de droit privé, mais où le capital est public, c'est-à-dire, pour parler en termes français, les entreprises publiques, mais sans statut spécifique pour les travailleurs et travailleuses, comme c'est le cas dans les entreprises d'État, on atteint alors à peine 5% des travailleurs. En y ajoutant les fonctionnaires, on atteint à peine 17% de l'emploi chinois directement contrôlé par l'État. On pourrait alors conclure que les choses sont évidentes, réglées. 17% des travailleurs et des travailleuses dépendent de l'État, donc 83% seraient pris dans des rapports sociaux de production capitalistes. Ne tirez plus, la chose est entendue, la Chine est capitaliste, dont acte. Ce n'est pourtant pas une vision exacte et c'est plaqué sur la Chine nos représentations de pays développés. Sous bien des aspects, en effet, la Chine demeure un pays en développement conservant de multiples caractéristiques pré-capitalistes, à commencer par le nombre de paysans indépendants, 209 millions, soit 26% de la population active quand même. Et un grand nombre d'indépendantes et d'indépendants qui représentent 35% de la population si on y intègre
les salariés des indépendants et des indépendantes, hein, qui sont bien souvent en fait leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants, donc leur famille, quoi. Disons pour synthétiser que la population active chinoise se divise en 4 groupes à peu près égaux. Hein. Les travailleurs et travailleuses dépendant directement de l'État, quel que soit leur statut. Les paysans et les paysannes indépendantes dont les terres appartiennent à l'État, même si l'usage des terres demeure, lui, familial. Les travailleuses et travailleurs indépendants. Les travailleurs et travailleuses du secteur privé, capitaliste à proprement parler. Entre les travailleurs et travailleuses dépendants de l'État et la paysannerie, nous avons donc quand même 50% de la population qui dépendent de rapports sociaux de production socialistes. En effet, alors j'ai déjà dit un mot pour les paysans dont les terres appartiennent à l'État et dont l'usage est familial sans autorisation de vendre les terres, mais la gouvernance des entreprises publiques, notamment, mais privées aussi, contient en fait de nombreux rapports sociaux que l'on peut qualifier de socialistes. Alors, dans les entreprises d'État, pour commencer, les cellules du Parti communiste chinois ont un rôle dirigeant qui a été réaffirmé lors du 19e Parti communiste chinois en 2017. Dans ces entreprises, une institution, l'Assemblée ouvrière, existe aussi, en plus de ces cellules du PCC qui ont accès et une place prépondérante au conseil d'administration. Et cette institution supplémentaire, c'est l'Assemblée ouvrière qui est dotée d'un véritable droit d'intervention sur l'organisation concrète du travail et même un droit de veto suspensif sur les décisions du conseil d'administration nommé par l'État. Et c'est alors à la cellule du Parti communiste chinois qu'il appartient de trancher entre l'Assemblée ouvrière et la décision du conseil d'administration, c'est-à-dire que c'est quand même un pouvoir bien plus fort, y compris pour l'Assemblée ouvrière, que nos comités d'entreprise purement consultatifs que nous connaissons en France. Mais quant aux entreprises privées elles-mêmes, le rôle des cellules d'entreprise du PCC n'est pas négligeable. La constitution du parti rappelle ainsi que toute entreprise doit établir une cellule du PCC, je cite, et fournir les conditions nécessaires pour les activités de cellule du PCC dès que l'entreprise comporte au moins 3 membres du Parti communiste. Et le rapport du 19e congrès précise le rôle de ces cellules du parti dans les entreprises privées, qui est, là encore, je cite, de conduire la ligne et les politiques du PCC, de contrôler les entreprises et de veiller à ce qu'elles respectent la loi et les règlements, unir les travailleurs et préserver les intérêts de l'ensemble des partis. Le rôle de ces cellules dans les entreprises privées a été peu étudié, mais les études que moi j'ai pu consulter montrent sans l'ombre d'un doute que la présence d'une cellule du PCC a des effets réels sur la décision de l'entreprise, tels que un meilleur partage profit-salaire au profit des salaires, et donc au détriment du profit, un taux d'investissement plus élevé malgré tout, et un moindre endettement, c'est-à-dire une plus grande efficacité sociale de l'entreprise, de moindres licenciements dans les périodes tendues, c'est-à-dire une plus grande tendance à absorber les chocs économiques par une baisse du profit et non par une baisse de la force de travail, et donc des licenciements. Et dernière caractéristique, une plus grande tendance à effectuer des dons en nature lors de catastrophes ou de grands moments de mobilisation nationale, comme actuellement la crise du coronavirus. Enfin, quand je dis actuellement, je devrais dire ces derniers mois, puisque en Chine, on est déjà dans le passé. Il me semble en fait que ces éléments montrent qu'il est bien inexact de qualifier la Chine de capitaliste simplement parce qu'il existerait des entreprises capitalistes. Celles-ci demeurent très largement minoritaires et de plus en plus, elles sont caractérisées elles-mêmes par des rapports sociaux de production socialistes en leur sein, dans lesquels le Parti communiste joue un rôle central. Ayant, je crois, montré que les rapports sociaux de production en Chine sont largement socialistes, tout en laissant une place mineure, mais non négligeable, aux rapports sociaux capitalistes et à des rapports sociaux en fait archaïques, j'aimerais maintenant discuter le principal apport chinois à l'analyse marxiste, l'affirmation de la possibilité d'une économie socialiste de marché. Là encore, comme l'a rappelé Rémi Herrera dans le précédent débat, le socialisme à la française ne sera pas évidemment le socialisme chinois, cubain, vietnamien ou soviétique ou ce que vous voulez. Ces expériences ne sont pas directement exportables. Elles fournissent toutefois des éléments de réflexion, des outils pour penser à la transformation du réel et la proposition de marché socialiste en est un. Alors la grande spécificité de la Chine se situe en fait moins dans les rapports de production dominants, mais dans ce qu'on appelle techniquement, désolé, je suis quand même économiste, les rapports de circulation, c'est-à-dire comment les investissements sont décidés, d'où découle
la répartition de la force de travail, comment les marchandises sont mises en circulation pour atteindre ceux et celles qui en ont besoin. En URSS, comme on le sait, l'essentiel des décisions de circulation du capital, de la force de travail et des marchandises étaient décidées centralement. En Chine, elles s'opèrent bien par le marché, mais par un marché considérablement déformé afin de correspondre aux objectifs nationaux de développement et de mise en place d'une société de moyenne aisance ou d'aisance moyenne, puisque les Chinois emploient les deux termes, même si on traduit généralement d'une seule manière. Le marché socialiste mis en place par la Chine ne ressemble guère au marché de concurrence anarchique que nous critiquons avec raison ici. Le marché socialiste chinois comporte 5 grandes caractéristiques qui visent à concilier la flexibilité du marché, la planification du développement et l'assurance que le plus grand nombre peut accéder au plus grand nombre de biens possibles et surtout que tous et toutes puissent accéder aux biens les plus fondamentaux. Alors, quelles sont ces 5 caractéristiques? Alors, premièrement, c'est une définition extensive des services publics qui occupent une place croissante en Chine. Deuxièmement, c'est une politique de déformation des prix des marchandises fondamentales qui vise à satisfaire les besoins sociaux fondamentaux. Troisièmement, c'est le rôle dominant de l'État dans les secteurs stratégiques à travers les entreprises d'État et à travers les entreprises de droit privé, mais à capitaux majoritairement ou uniquement publics. Quatrièmement, c'est le contrôle intégral de la finance. Et cinquièmement, c'est une politique salariale qui déforme progressivement le partage de la valeur ajoutée au profit des salaires, et notamment des bas salaires, et au détriment des profits, ce qui conduit à une rapide réduction des inégalités. Ainsi, ces 20 dernières années, l'économie chinoise a cru de 7,6% par an en moyenne, tandis que les salaires ont cru, eux, de près de 11%. Si les salaires croissent plus vite que l'économie, d'où provient l'argent pour financer ces hausses de salaire? Il n'y a pas 36 000 sources possibles, elles proviennent du profit. Donc le taux de profit tend à diminuer. Sans entrer dans le détail de ces 5 caractéristiques, celles-ci sont l'outil d'une planification qui vise à assurer le double objectif de satisfaction des besoins sociaux et du développement. Les services publics et la déformation des prix permettent d'assurer les besoins les plus fondamentaux de la société, qui sont largement des prérogatives d'État en Chine. Alors, dans le cas, par exemple, des produits alimentaires, puisqu'il y a aussi l'énergie, l'essence qui s'y ajoute, mais dans le cas des produits alimentaires, qui est emblématique, les paysannes et paysans doivent livrer à l'État une partie de leur récolte à prix fixe en échange du droit d'usage de la terre. Quand les prix du marché étaient bas, les prix fixes étaient supérieurs à ceux du marché, ce qui permettait d'assurer un revenu digne à la paysannerie. Mais quand, comme aujourd'hui, les prix du marché sont hauts sous l'effet de la demande des villes, les prix fixes sont inférieurs à ceux du marché, ce qui permet à l'État de redistribuer une partie des biens alimentaires de base en dessous des prix du marché. Alors pour le développement et la satisfaction des besoins plus avancés et complexes que la nourriture, même si c'est très fondamental évidemment, la planification étatique en Chine détermine les secteurs et entreprises prioritaires. Si vous regardez par exemple le secteur de l'automobile, qui est un des 10 secteurs prioritaires du pays, il apparaît alors que sur les 9 constructeurs automobiles du pays, 6 sont à capitaux publics. C'est ainsi que la Chine répond au développement des secteurs jugés prioritaires. Le pays demeurant un pays en développement, donc relativement pauvre, il s'agit davantage d'investir massivement dans les secteurs prioritaires, quitte à laisser les moins prioritaires au privé. Et pour cela, l'un des outils cruciaux du socialisme chinois, c'est le contrôle de la finance. La Chine privilégie en effet le secteur bancaire, qui est national et largement nationalisé autour de 4 grandes banques publiques, par rapport au marché financier, ce qui permet à l'État en fait, de déformer le taux d'intérêt en fonction des priorités définies par la planification et en général à l'avantage des entreprises publiques. En fait, les secteurs et entreprises prioritaires, publics comme privés, bénéficient d'un accès au capital à prix très réduit, voire nul, sans avoir à s'embarrasser de nouveaux actionnaires, mais en devant rendre des comptes à celui à qui elles doivent de l'argent, c'est-à-dire en général à l'État, puisque les banques sont le bras armé de l'État. Alors, j'ai mentionné l'automobile au titre des secteurs prioritaires, mais il faut bien voir qu'à côté des secteurs industriels prioritaires, aujourd'hui, la priorité des priorités en Chine est le développement des services publics. Ces dernières années, ainsi, les investissements dans ces services a très très fortement augmenté jusqu'à représenter 26% de l'investissement national total, ce qui est considérable. C'est vu comme un moyen de répondre à la fois à la demande populaire d'accéder à davantage de biens et de confort, qui est tout à fait légitime, et en même temps à la contrainte environnementale qui fait que tout le monde ne pourra pas posséder tous les types de biens, disons, tout le monde ne pourra pas posséder de voiture. Alors cette tension entre demande sociale et contrainte environnementale, c'est désormais considéré en Chine, et c'est nouveau, mais c'est fondamental, comme la principale contradiction du système socialiste chinois auquel répond le développement des services publics collectifs.
Et si la planification chinoise, en fait, n'est pas un contrôle total de toute l'économie comme l'était le plan soviétique, c'est pas non plus, vous voyez bien, une planification indicative comme on a pu le connaître en France dans l'après-guerre. L'État prend largement la main en créant des entreprises à capitaux publics et en orientant l'argent vers les secteurs et les entreprises prioritaires, privées comme publiques, grâce à sa maîtrise du système bancaire. Un dernier mot sur cette planification qui me semble intéressant. Il ne faut pas voir celle-ci comme émanant d'un État tout-puissant, ni d'un régiment de bureaucrates et de technocrates coupés des réalités sociales, comme on a parfois pu le reprocher à l'Union soviétique vieillissant. À ce propos, je vais quand même vous raconter une anecdote que j'aime beaucoup et qui illustre le fonctionnement de la planification chinoise. Il y a un peu plus d'un an, j'étais en Chine, à Chengdu, dans le Sichuan, et j'avais sympathisé avec un vendeur de nouilles où j'allais manger tous les jours depuis une semaine. Ce vendeur m'avait expliqué au cours de la semaine qu'il n'avait pas fait d'études, qu'il n'avait pas son bac, etc. Okay. Puis un jour, il me voit utiliser, alors illégalement, je dois le dire, Facebook, et il me demande s'il peut regarder. Bon, très bien. Et je lui ai alors demandé, dans mon très mauvais chinois et aidé par nos traducteurs sur nos téléphones portables, ce qu'il pensait de l'interdiction de Facebook, Google, YouTube, etc. en Chine. Alors sa réponse, c'est assez instructif puisqu'il m'a expliqué qu'il pense, lui, que c'est un problème, notamment pour YouTube. Alors, il m'a expliqué que son fils était médecin et que son fils, donc, n'avait pas accès à des conférences occidentales, ce qui était un problème. Mais, me dit-il, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est un mal nécessaire. Ça avait été un mal nécessaire pour permettre en Chine l'émergence d'entreprises chinoises équivalentes aux entreprises occidentales, car il fallait d'abord que les entreprises chinoises puissent grandir avant d'espérer pouvoir affronter la concurrence des entreprises occidentales. À ce moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mon vendeur de nouilles, là, il est en train de m'expliquer la théorie du protectionnisme économique que moi, j'ai tant de mal à expliquer à mes étudiantes et mes étudiants. Alors, je vais donc demander d'où il avait compris ça, comment il avait compris ça. Et c'est là que ça devient intéressant, vraiment très intéressant. Mon vendeur de nouilles m'a alors expliqué qu'il avait participé à la planification au niveau municipal. Alors, tous les 5 ans en Chine, les comités de quartier discutent de la planification et une partie des participantes et participants est sélectionnée et indemnisée pour participer aux commissions de rang supérieur. Lui, il avait participé ainsi jusqu'au niveau de la municipalité de Chengdu. Alors, c'est quand même une ville de 12 millions d'habitants, donc c'est pas rien. À chaque niveau, les demandes locales sont agrégées jusqu'au niveau national. Alors, je ne vous cache pas que plus on monte, plus c'est une boîte noire et moins on sait comment l'agrégation des demandes qui remontent de la base et les choix se font. Hein, mais l'essentiel pour moi n'est pas là. L'essentiel à mes yeux, c'est à la fois que les demandes de la base, les plus enracinées dans le terrain, au niveau des quartiers, remontent plus ou moins, ok, mais que ces moments aussi constituent des moments vraiment de pédagogie collective par des débats très larges et très à plat où sont justifiés les choix du parti à tous les niveaux. Enfin bref. Ce que le fonctionnement du marché chinois montre, à mon sens, c'est que le taux de profit n'est pas au cœur du fonctionnement de l'économie chinoise. Or, c'est bien ça qui permet de dire qu'on est dans une économie capitaliste ou non. Comme l'a montré Marx, dans le capitalisme, le taux de profit est le régulateur fondamental de l'ensemble des décisions. C'est à partir du taux de profit que les capitalistes décident d'investir, de délocaliser, d'embaucher, de licencier, enfin tout ce que vous voulez. On a tous et toutes des exemples de ça. Moi, je me permets d'en évoquer un pour un peu éclaircir ce que je veux dire, que j'aime beaucoup. Vous vous rappelez peut-être de la lutte de Caterpillar en 2013, où le groupe Caterpillar avait décidé de fermer son site à Monchy-le-Preux, c'est dans le nord de la France, qui était pourtant exceptionnellement rentable, avec une rentabilité de plus de 10%, ce qui est considérable, mais il était moins rentable que le site nord-irlandais, qui lui atteignait une rentabilité de 12%. Bon, malheur aux vaincus, le site de Monchy-le-Preux a été fermé et délocalisé en Irlande du Nord. Voilà. Donc c'est ça qu'on dit quand on dit que le régulateur fondamental du capitalisme, c'est le taux de profit. Alors si le profit est le régulateur fondamental du capitalisme, quel est celui du socialisme, puis du communisme? Alors, on a une réponse dans la critique du programme de Gotha, de Marx, où il explique que le régulateur fondamental du communisme, ce sera les besoins, selon la formule de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, mais que celui du socialisme, de manière un peu intermédiaire, ça sera la contribution, chacun selon sa contribution. Or en Chine, certes, juste aujourd'hui ou jusqu'à une période récente, le régulateur fondamental, ce n'était pas la contribution. Mais ce n'est pas non plus le profit. La preuve de ce fait, on observe en Chine 30 années, sur les 70 années d'histoire de la République populaire de Chine, c'est ce que montrent bien Rémi Herrera et Jimmy Long dans leur livre, où le taux de profit des entreprises a été négatif. Alors, pour citer rien que les années les plus récentes, en 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, qui fait pas beaucoup, le taux de profit global des entreprises chinoises a été négatif. Puisqu'on a vu une récession, un ralentissement de l'investissement, de la croissance, des licenciements. Non, rien de tout ça.
Les entreprises ont encaissé les pertes et ont continué de fonctionner, permettant une croissance de l'économie, la sortie de centaines de millions de personnes, 900 millions de personnes selon la FAO, de la pauvreté absolue et l'accès de larges pans de la société au confort de la société de moyenne aisance. Parce que le socialisme chinois n'est pas construit dans un pays développé, le régulateur fondamental a été le développement. Depuis la mise en place de la sécurité sociale, commencée en 1999 et qui a achevé cette année, la concentration sur les investissements en services collectifs et l'annonce lors du 19e congrès du Parti communiste chinois d'un passage d'une phase primitive du socialisme à une phase de la maturité et de construction du socialisme, ça indique, à mon sens, que le développement, tout en restant important, cesse progressivement d'être le régulateur fondamental du socialisme chinois au profit de la contribution et progressivement des besoins, notamment des besoins collectifs, ce qui rejoint la définition canonique de Marx. De fait, et je terminerai là, cette intervention introductive défend la thèse que l'arriération extrême de la Chine en 1949 ou même en 1979, quand elle s'ouvre au monde, a conduit celle-ci à ajouter une phase inférieure au socialisme, imprévue par Marx, qui raisonnait pour des pays développés, celle où le développement des forces productives est la priorité première, ce qui rejoint en fait la réflexion de Lénine sur le rôle de la NEP dans les débuts de l'URSS. De fait, la pénétration des rapports sociaux capitalistes, notamment portés par les entreprises étrangères, a été forte. Et les rapports sociaux d'exploitation dans les années 80-90, extrêmement forts, notamment dans l'industrie qui est particulièrement intégrée mondialement. Et ce, d'autant plus que les institutions de sécurité sociale étaient faibles, voire inexistantes avant 1999. En fait, à mon sens, cela s'explique par l'analyse du gouvernement chinois qu'il n'était ni possible ni souhaitable de faire reposer l'accumulation primitive du capital nécessaire au développement sur la paysannerie, contrairement à ce qui a été fait en URSS. De fait, c'est mon interprétation, la paysannerie a été relativement protégée de la pénétration des rapports sociaux capitalistes, mais dit autrement, une génération de la classe ouvrière a été relativement sacrifiée durant les années 80-90. Les rapports sociaux capitalistes n'ont certes jamais été dominants, cependant, et sont en fort recul depuis les années 2000, qui constituent une sorte de vraie rupture dans la continuité. À mon sens, les leaders des années 80-90, donc Deng Xiaoping et Jiang Zemin, ont eu le mauvais rôle historique, mais ont fourni les bases sur lesquelles leurs successeurs, donc Hu Jintao et aujourd'hui Xi Jinping, construisent le socialisme tel que j'ai pu le décrire dans les parties précédentes. En effet, le recul des rapports sociaux capitalistes, pourtant toujours minoritaires, est encore accéléré ces dernières années avec la réaffirmation du rôle de l'État dans la production, que ce soit directement par la croissance des entreprises d'État, son entrée majoritaire, voire complète, au capital d'entreprises privées, mais aussi indirectement par le rôle réaffirmé de ces cellules d'entreprises dans la direction des entreprises, y compris désormais des entreprises privées. Et ça passe aussi, ce recul des rapports sociaux capitalistes en Chine, par le découplage avec les marchés internationaux et le recentrage de la Chine sur son marché intérieur pour le développement des territoires les plus pauvres à travers les services publics, mais qui fait reculer le rôle, la place, la nécessité d'accepter un certain nombre de rapports sociaux capitalistes des entreprises privées, notamment industrielles étrangères. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette introduction contribuera au débat et pourra permettre de le nourrir. Voilà, merci. Oui, je ne pensais pas intervenir maintenant, mais je veux bien le faire. C'est une discussion passionnante et on ne va pas résoudre les problèmes ce soir, ni les aborder tous, évidemment. Et moi, en écoutant les intervenants, c'est vraiment une discussion très riche, je me posais la question suivante. Comment, à partir d'une réflexion française, tirer avantage de l'exemple chinois? Ça, c'est un point de vue, c'est un premier point de vue. Et il y a un deuxième point de vue qui est comment mieux connaître l'exemple chinois. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. À mon avis, c'est pas tout à fait la même chose. Et dans la mesure où les participants de cette réunion sont des partisans je l'espère, je le pense, du socialisme en France, la question que je crois la plus importante, c'est
qu'est-ce que l'on peut tirer de l'exemple chinois pour le combat pour le socialisme en France, qui est une nécessité, une exigence. Voilà. Alors, moi, je crois que la première indication, c'est que le socialisme n'est pas une potion magique. On entre dans le socialisme et on résout tout. Et il y a eu des problèmes, et il y a des problèmes en Chine. Une camarade se posait la question des conflits de classe en Chine. Il y en a, bien sûr, et il y en a eu. Kevin a évoqué, par exemple, les problèmes entre la classe paysanne et on peut dire le prolétariat ou les industriels. Il y a eu un conflit et il a fallu le résoudre, et je crois que la solution qui a été apportée à ce conflit est fondamentale. Elle a consisté à dire, par différence avec la conception antérieure du socialisme, c'est que l'agriculture ne finançait pas l'industrie, mais l'agriculture vise à nourrir la population. Et ça, cette différence considérable est une différence, à mon avis, très, très importante. Donc, le socialisme n'est pas une potion magique, mais qu'est-ce qu'on peut tirer quand même de l'exemple chinois? Alors, en prenant en compte le fait que le niveau des forces productives matérielles et humaines n'est pas le même, et que donc ce que l'exemple chinois peut nous apporter ne correspond pas forcément au développement des forces productives matérielles et humaines françaises et bien sûr de notre histoire. Moi, j'ai noté 4 points qui me paraissent vraiment très, très importants. Le premier point de ce que la Chine peut et doit nous apporter, c'est des rapports d'amitié et de soutien. Parce que le socialisme en France ne se fera pas dans la paix, et les États-Unis, les États européens comme l'Allemagne, l'Angleterre et tout ça vont faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le développement de ce mouvement. Et il nous faut avoir des alliés, des amis, et je pense que la Chine figure au rang de ces amis, quelles que soient les remarques que nous puissions faire sur tel ou tel point. Le deuxième élément important que nous montre la Chine, c'est le rôle des nations dans la mondialisation contemporaine. Voilà. La Chine intervient comme une nation parce qu'elle vise à satisfaire le développement des intérêts populaires, collectifs et individuels, et c'est la motivation du socialisme majeur dans ce pays. Alors que les États-Unis visent à mettre en place un système de valorisation mondialisée du capital. C'est totalement différent, et cela conduit de manière évidente à l'éclatement de ce pays que sont les États-Unis. Ils sont complètement dispersés, ils veulent contrôler le monde, mais ils n'existent eux-mêmes en tant qu'État de manière de moins en moins efficace. Encore qu'ils soient de plus en plus dangereux pour cette même raison. Le troisième élément que moi je trouve vraiment très important, c'est la stratégie des relations internationales chinoises. Je ne partage pas l'opinion de ce camarade qui est intervenu de manière, il a le droit, hein, tout à fait, et il n'y a pas que des anges parmi les entreprises chinoises qui fonctionnent à l'étranger. Il y a des gens qui sont des crapules, certainement, mais la stratégie du gouvernement chinois et de la plupart des entreprises, quand même, c'est des relations internationales de plus en plus égales et égalitaires, et comme disent les Chinois, de type gagnant-gagnant. Voilà, c'est une innovation considérable dans la stratégie mondiale. Nous sommes habitués à la lutte, au rapport de force et au rapport gagnant-perdant. Les Chinois disent non, il faut qu'on trouve quelque chose de nouveau, gagnant-gagnant. J'ai le quatrième point, moi, qui me semble vraiment à tirer de cette expérience, c'est ce qu'on appelle la dictature démocratique du peuple. Alors, la dictature démocratique du peuple, ça ne veut pas dire qu'on fusille des gens tous les matins, ça veut dire qu'on prend des décisions de manière efficace, rapide, dans le sens des intérêts populaires, et
Je vais donner une illustration puisqu'il y a une camarade qui a posé la question du rapport avec le système bancaire. Ben, très récemment, elle peut voir sur Internet, il y a une société qui est possédée au tiers et donc de manière globale par un Chinois qui s'appelle Jack Ma. Jack Ma est l'initiateur intelligent des systèmes de paiement électronique. Mais il a des ambitions, il est devenu très riche et il possède une société britannique d'origine qui s'appelle Ant Group et il voulait en faire en fait un concurrent du système bancaire chinois. Eh bien, je n'entre pas dans le détail de l'opération. Il était prêt à avoir un appel de capitaux considérables. Le Parti communiste chinois est aux commandes et a dit non. Cet appel de financement n'aura pas lieu. Voilà. Le Parti communiste chinois est aux commandes et sur cette entreprise et sur ce bonhomme, Jack Ma, elle lui a dit non. Ça va lui coûter des ronds, hein, soyez certains. Et cela pour préserver la capacité du système bancaire et financier chinois à continuer son travail d'investissement et ça ne veut pas dire que ce système bancaire et financier chinois, c'est un système angélique. Il y a des trous considérables. Voilà, le socialisme, je termine là-dessus, c'est pas une potion magique. Il y a la lutte, il y a les conflits, mais il y a une direction. Et cette direction, à mon avis, c'est les intérêts populaires. Et c'est ça, à mon avis, qui doit motiver, qui peut motiver notre combat pour le changement, quoi. Et je vous assure qu'à mon avis, si on ne fait pas ça, eh bien, on va se ratatiner, ce pays va s'appauvrir considérablement. La France est en grand danger et l'exemple chinois nous montre que nous devons réagir. Alors, je suis assez sceptique, contrairement à beaucoup de participants, sur le caractère socialiste de la Chine, mais j'ai conscience que voilà, j'ai peu d'informations sur le sujet, comme un autre camarade l'a dit, et aussi que les informations que j'ai sont très orientées. Alors, pardonnez-moi si certaines choses que je dis vous semblent complètement stupides. Néanmoins, j'ai entendu la plupart des participants, enfin, je les ai écoutés, et j'ai relevé j'ai quelques réflexions, quelques réactions par rapport à ça. Tout d'abord, j'ai l'impression que la Chine a un rapport trop ambigu au profit pour être qualifiée en mon sens de socialiste. Je ne la qualifierais pas non plus de capitaliste, mais elle est sûrement dans un entre-deux qui est, voilà, que je ne définirais pas, je ne sais pas. Par rapport à cette question du profit, il y a d'abord un des participants qui a parlé de la délocalisation de la Chine vers le Vietnam, en justifiant justement par le fait que le Vietnam, voilà, la Chine, le niveau de vie a monté en Chine, de meilleurs salaires, etc. Elle a pour ambition de passer d'atelier du monde à laboratoire du monde, et elle se permet de délocaliser au Vietnam, puisque le Vietnam eh bien, coûte moins cher en termes d'atelier. Bah, est-ce que ce n'est pas là un enjeu du profit, encore une fois, de diminuer les charges pour augmenter le profit, pour augmenter eh bien, le BE, oui, la croissance. Également, donc dans cette nouvelle question du profit, de la place du profit, elle veut passer de l'atelier du monde au laboratoire du monde. Je parlerai plutôt d'atelier du capitalisme à laboratoire du capitalisme. L'exemple, si j'ai bien entendu, de Danone n'est pas anodin. Et puis, la question de l'innovation à travers les ateliers, alors on peut penser au bien commun, à l'intérêt général lié à l'innovation, mais aussi à une plus grande valeur ajoutée liée à ça. L'innovation, pour parler purement en termes économiques, c'est un moteur de la croissance, de destruction créatrice. Et voilà, c'est bien plus périn que être un simple atelier. Donc elle a finalement l'envie d'avoir une population de cadres, j'ai l'impression. Et ça, c'est pas vraiment ce que j'appellerais, mettre fin à la lutte des classes. Mais bon, je me fais l'avocat du diable, mais j'espère qu'on me prouvera dans les prochaines interventions que j'ai complètement tort. Ensuite, j'étais pas du tout au courant de sa
stratégie internationale et j'ai été convaincue par les intervenants sur son caractère pacifique. En effet, moi, j'ai toujours cru que la Chine avait une tendance impérialiste et on parlait de l'importance de l'histoire dans la formation d'un État socialiste. L'histoire de la Chine est une histoire, comme la plupart des pays, hein, une histoire qui est marquée par l'impérialisme. L'Empire chinois, oui. Ensuite, j'aimerais parler de l'environnement. Alors, des choses hyper intéressantes ont été dites par rapport à l'investissement et aux engagements qu'a pris la Chine, justement, encore une fois, à l'environnement et sur sa capacité à y répondre et à tenir ses engagements. J'y crois complètement, mais il y a toujours ce paradoxe entre ce qu'elle promet et ce qu'elle va faire et ce qu'elle produit d'autre part. La production chinoise, elle ne respecte pas du tout l'environnement. Alors oui, elle s'est engagée, elle a changé. Oui, aujourd'hui, c'est cette phrase qui m'a marquée. La Chine a conscience que tous les Chinois ne pourront pas avoir de voiture. C'est aujourd'hui ce qu'on essaie de mettre en place. C'est hyper intéressant, c'est novateur en effet, mais c'est pas parce que la Chine est à l'avant-garde sur certains points qu'on doit la considérer comme un exemple, un modèle de socialisme. Selon moi. Encore une fois, c'est un avis hyper personnel. Donc voilà, la notion de modèle, elle revient beaucoup et je suis très partagée sur ce sujet. Un des camarades a dit qu'on devrait se rapprocher de la Chine et vraiment annoncer qu'on est des amis de la Chine, nous, PCF. Je crois que faire ça, c'est justement, et il y avait aussi cette phrase réconcilier la population française avec la Chine en lui montrant qu'elle ne doit pas avoir peur. Je crois que ça va être beaucoup plus compliqué avec la jeunesse, notamment par rapport aux questions de démocratie. Alors sur ce point, c'est compliqué parce que même moi, j'ai un biais. Je suis née en France, j'ai une vision très française de la démocratie, même si la mienne, elle est très, très imparfaite. Il y a un ethnocentrisme. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je ne dois me fermer à toute critique de ce qu'est la démocratie en Chine. Et au niveau des jeunes, il y a une question qui revient énormément, c'est celle des Ouïghours, qu'on n'a pas du tout abordée aujourd'hui. Je reviens à ce que j'ai dit au début, toute information est biaisée. Les gagnants font l'histoire, les gagnants font l'information. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que quand le monde publie quelque chose, ça reste le monde. Mais quel est l'avis des communistes sur la situation des Ouïghours, justement ? C'est une question et j'aimerais avoir une réponse. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'espère avoir des retours. Alors plusieurs points. Premier point, alors ça a été dit, mais l'idée quand même qu'il ne faut pas calquer un point de vue de pays développés, de nos pays développés en fait qui ont atteint une prospérité relative, alors bien sûr avec des inégalités, mais quand même un niveau de richesse moyenne qui fait qu'on accède globalement quand même à du logement, l'énergie, les marchandises. Et c'est vrai que souvent on calque un peu notre vision des choses par rapport à un pays qui n'est pas du tout au même niveau de développement. Et c'est vrai que souvent on arrive sur des visions caricaturales sur ce pays qui reflètent plus en fait une peur d'une puissance montante sans connaître en réalité le fonctionnement de ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, moi, je prétends pas vraiment connaître justement en profondeur là, les logiques de fonctionnement. Mais c'est vrai que souvent, on a un peu cette impression que la Chine est soit qualifiée de capitaliste quand ça marche économiquement, soit communiste quand on parle des inégalités ou par exemple des atteintes aux libertés démocratiques. Alors, ceci dit, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, avec une logique un peu étapiste, en se disant, juste, on va remettre, on remet tout le temps à plus tard la question du socialisme, on va attendre qu'il y ait le développement, parce que c'était un peu une critique, je pense, fondée qu'on a pu faire l'URSS en disant, on attend un peu l'abondance, pour l'abondance, on va attendre un petit peu qu'on ait atteint un certain stade de développement, même si ça peut répondre bien sûr aussi à des réalités. Alors, un autre point, c'est que je pense, et là, ça a été dit en filigrane, mais quand même, la Chine, là, en ce moment, a fait voler en éclats une image qui a été collée pas mal sur l'URSS et sur Cuba, l'image que le socialisme, c'est la misère, que le socialisme, c'est la pénurie, et donc que le communisme, c'est des individus habillés en gris avec des bottes à fermeture éclair, quoi. Et ça, on est d'autant plus cette image vole d'autant plus en éclat
que le capitalisme aujourd'hui peine à retrouver une dynamique et il y a une baisse de régime de l'investissement productif avec la fuite en avant qu'on voit donc avec le capital fictif, toute la dimension financiarisation qui ne crée pas de valeur réelle. En tout cas, donc on a ici un pays là qui crée des richesses avec une croissance importante, c'est d'ailleurs avec ses contradictions très fortes en termes de pollution, ça a été dit, et d'inégalité. Alors, moi, je pense, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un renouvellement de nos logiciels avec, premièrement, le côté superposition de plusieurs logiques. Alors, bien sûr, ça a été dit par Kevin, c'est pas seulement le taux de profit. On s'aperçoit que le régulateur de profit n'est pas dominant. Ceci dit, quand même, et on voit quand même qu'il y a un peu ce côté imbrication, différentes logiques, et on n'est pas dans une société noire ou blanche, quoi. On est en même temps dans des logiques avec des capitalistes nationaux qui sont utilisés en partie par le Parti communiste, et en même temps d'autres mises en place, on va dire, des logiques autres avec les différents points qui ont été évoqués. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que justement, on n'est pas seulement, là où ça renouvelle un peu nos logiciels, c'est qu'on n'est plus seulement dans cette planification totale, qui avait été un peu le modèle URSS et qui nous colle un peu au basque, et puis même nous-mêmes dans nos manières d'envisager les choses, mais qu'on a justement un nouveau mode de coordination, qui est le socialisme par le marché, et qui est une nouveauté, qui est un véritable ovni pour nous aujourd'hui analysé en tant que communistes. Donc moi, je pense que la question qu'on doit se poser en tant que communiste, c'est comment on coordonne les activités des individus par un système qui est efficace économiquement et qui protège nos ressources avec une dimension donc bien sûr écologique. Et ce qui me semble intéressant vraiment avec justement le cas de la Chine, c'est que là, et donc, de manière générale avec la réflexion sur un futur post-capitaliste, c'est cette combinaison de plusieurs modes de production. On a l'outil marché, on a aussi la planification, et il y a la création de quelque chose de nouveau auquel on n'est pas habitué. Moi, je pense que justement là où c'est très sain, c'est qu'on n'est pas dans une reproduction de schéma du passé, on est justement dans la création de quelque chose d'autre. Après, il y a la question justement, en quoi on débouche sur plus d'émancipation, notamment au niveau économique. Donc moi, j'ai plusieurs questionnements. Alors, on n'aura pas le temps d'y répondre, bien sûr, là, dans le temps qui nous est imparti. Mais moi, je vous pose des questions justement sur est-ce qu'il n'y a pas plus, peut-être justement aujourd'hui, l'appréhension que j'en ai, une priorité qui est faite à l'indépendance nationale, notamment une indépendance technologique vis-à-vis des monopoles états-uniens et de l'Europe. Et est-ce qu'il n'y a pas une priorité sur cette indépendance au détriment en fait de la réduction des inégalités? Est-ce que quel contrôle est mis en place concrètement sur les capitalistes et justement pour qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir croissante de ceux-ci justement dans le système au sein même là du PCC aujourd'hui. Est-ce que les coopératives existent justement? Est-ce qu'on a ce modèle d'entreprise qui existe? Et concrètement, c'est quoi le contrôle des travailleurs sur la production justement dans ce pays? Et alors après, juste pour finir, dernière question alors en effet, il y a on va dire cette stratégie du gagnant-gagnant, notamment avec des investissements là en Afrique, qui clairement n'ont rien à voir avec ce qui se fait, enfin on va dire au développement néo-impérialiste des pays occidentaux qui pouvaient avoir là-bas. Ceci dit, est-ce que bon, ça c'est bien sûr la vision officielle qui en est donnée. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, on va dire, une forme de stratégie de développement qui repose aussi quand même un petit peu sur l'exploitation, notamment de l'Afrique aujourd'hui. En tout cas, c'est là où c'est intéressant. Moi, je pense vraiment ce pays là, c'est il y a un renouvellement dans le logiciel démocratique, théorique là de pensée sur ce qu'est le socialisme. Et il faut s'y atteler. Et je pense que vraiment là, on doit se poser des questions sans angélisme, sans non plus caricature, parce que là aujourd'hui, clairement, si on regarde tout comme des visions un peu caricaturales qu'on peut avoir sur la Russie, là, il y en a énormément aujourd'hui sur la Chine. Et je pense que c'est hyper intéressant, en tout cas, là, qu'on ait cette réflexion ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. On t'entend. Alors, merci beaucoup. Ça fait du bien de parler de la Chine hors d'un cadre de disqualification systématique. Et puis en plus, bon là, moi j'apprends plein de choses. Je suis pas du tout une spécialiste et j'avais pas mal de questions, mais beaucoup ont été posées. Et j'en ai quand même encore une. Donc très brièvement. Kevin, je voulais rebondir en fait sur l'anecdote que tu nous as racontée et qui tord le cou aux a priori du type la Chine est une dictature. Alors c'est certainement un régime autoritaire bien sûr, mais apparemment elle pratique quand même ce qu'on appelle chez nous la démocratie participative et que
pas mal de collectivités essayent de mettre en place avec difficulté, je trouve, et beaucoup d'ailleurs de disparités chez nous. Et voilà, en fait, éventuellement, si on a le temps, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur comment dire, la participation des citoyens à la politique locale. Voilà. Merci. Bon, bah écoutez, je vais peut-être être assez bref dans mon intervention, que j'aurais peut-être fait plus longue, mais l'heure avance. Et comme je suis aussi chargé des conclusions, je ne peux pas monopoliser le temps. Je voulais juste un peu rebondir sur l'intervention de Jean-Claude Delaunay et sur la question finalement de la transition énergétique qui m'est chère puisque je travaille chez General Electric et que nous y sommes confrontés aujourd'hui. Et je voulais citer, une fois n'est pas coutume, un journal qui n'est pas vraiment un journal progressiste, mais Le Figaro. Parce qu'il s'est passé, vous l'avez certainement noté en début septembre, une annonce toute particulière du gouvernement chinois à l'ONU qui annonce qu'il va devancer ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'un pays qui est en voie de développement, dont le revenu moyen est à peu près de $10 000, le PIB moyen est de $10 000 par habitant, comparé aux $50 000 du PIB par habitant en France, dit qu'il va non seulement respecter ses objectifs, mais qu'il va les dépasser. Faut se poser la question de la nature de ces objectifs et de comprendre ce que ça veut dire pour un pays en développement. La Chine vient de sortir 900 millions de personnes de la pauvreté absolue. Elle ne les a pas amenées au niveau de moyenne aisance. On parlait de la voiture, on pourrait aussi parler des transports en général. Elle vient de mettre à disposition, depuis 2008, plus de 36 000 kilomètres de lignes de TGV. Donc 36 000 lignes de kilomètres de TGV qui sont électrifiées. Elle a une demande en énergie qui est exponentiellement croissante. 70% de son énergie électrique est aujourd'hui fournie par le pétrole, par le charbon. Si elle veut arriver à infléchir la production de carbone, elle est obligée de prendre des mesures extrêmement contraignantes et extrêmement fortes, parce qu'elle devra gérer tout à la fois l'augmentation de sa consommation électrique, sa consommation en énergie, et tout en même temps réorienter celle-ci pour la décarboner. Donc, dire que la Chine va, d'ici 2030, commencer à atteindre le pic de production carbone, ça veut dire que les mesures qu'elle est en train de prendre aujourd'hui, dans l'état de développement qui est le sien, porteront porteront objet d'ici moins de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un programme extrêmement ambitieux et qu'il y a donc un programme de transition énergétique qui est aujourd'hui actif en Chine. Donc, je vous renverrai en partie au numéro spécial de la revue progressiste sur la nature des choses en cours. Mais je redonnerai quelques exemples qui sont assez connus. La première centrale EPR de nouvelle génération, celle qui aujourd'hui s'appelle Flamanville en France, ne sera pas la première à tourner dans le monde, puisque la première à tourner dans le monde, c'est celle de Taishan en Chine. Ils ont pris le lead là-dessus. Un tiers des éoliennes qui tournent dans le monde tournent en Chine. On est aujourd'hui sur une planification de la transition énergétique qui suppose de la part de la Chine un effort considérable. Et dans le même temps, quand on regarde ce qui se passe en France, où on est dans un état développé, où on est dans un état de maturité énergétique très élevé, avec un programme électronucléaire qui fait 70% de notre production d'électricité, on s'aperçoit que de notre côté, on est avec le gouvernement français à la vente de nos bijoux de famille d'Alstom, la branche énergétique, à General Electric, et avec General Electric à la liquidation de ces bijoux de famille et à l'absence complète d'une réflexion sur la transition énergétique. On a donc, dans un système capitaliste avancé, d'un niveau de développement avancé, un état de transition énergétique non maîtrisé, et on a de l'autre côté, dans un état dit socialiste, mais qui est un état en voie de développement, qui doit faire face à des difficultés colossales, ou pour lequel la population souffre encore d'une économie de pénurie, comme le dit Jean-Claude Delaunay. On n'est pas dans une économie d'abondance. Et qui décide d'orienter une part considérable de ses moyens pour non seulement aller vers une fourniture d'énergie à bas coût. Je rappelle juste comme ça par hasard, dans les 10 plus grandes compagnies mondiales de production de pétrole, il y en a 3 ou 4 chinoises. Aucune d'entre elles ne fait partie des compagnies qui font le plus de profit. Donc, il y a des choix d'investissement dans le développement, il y a des choix de non-profit, et il y a des choix d'orientation stratégique qui sont faits. Et si on regarde bien le jugement que peut porter le Figaro sur l'annonce faite par le
par le Figaro, c'est assez extraordinaire. Voilà ce qu'ils disent. Certes, l'objectif de 2060, donc de neutralité carbone fixé par la Chine, est moins ambitieux que celui de l'Europe, qui vise 2050, mais c'est sans doute la plus proche date réaliste pour la Chine, estime Neil Hirtz, chercheur à l'Imperial College de Londres, cité par l'AFP. C'est-à-dire qu'une économie en voie de développement peut, en moins de 10 ans, rattraper son retard sur une question centrale, celle de la pollution, celle de la bataille contre le réchauffement climatique. Et avec une différence profonde à mes yeux, c'est que jusqu'à présent, quand la Chine annonce un objectif, elle le tient. Alors que nous le savons, parce que nous y vivons depuis si longtemps, quand la France annonce un objectif, elle ne s'y tient jamais. Et l'Europe, pareil. C'est-à-dire qu'on est dans une quasi-certitude, en tout cas une visée probable d'une Chine décarbonée à 2050, alors que nous sommes dans la plus grande incertitude en France. Et ce qui est intéressant encore par rapport à la démocratie, toujours dans le Figaro, c'est ce qu'ils disent sur la nécessité de ce que ça va représenter pour la Chine. C'est un grand défi qui impliquera l'arrêt ou la rénovation d'un grand nombre de centrales à énergie fossile relativement modernes. C'est-à-dire que la Chine envisage la destruction d'une partie de son appareil de production ou sa rénovation complète, donc détruire quelque chose qui fonctionne pour se fixer un objectif supérieur, c'est d'être à la hauteur d'un défi climatique qui est un défi mondial. Et celui qui dit ça, c'est intéressant, il s'appelle Li Yan et il est de Greenpeace Chine. Vous parliez de démocratie, vous parliez des questions de la Chine. Qui sait ici que Greenpeace existe en Chine? Moi, je ne le sais que parce que j'ai lu le Figaro. J'aurais aimé le savoir parce que j'avais lu l'Humanité, mais c'est en lisant le Figaro que j'ai appris. Et que dit ce représentant de Greenpeace en Chine? Il dit qu'il s'agit d'un signal très positif au cours d'une année difficile pour l'environnement et la coopération mondiale. Donc, regardez la Chine non pas comme un modèle, mais comme un objet d'étude, et penser que parce que la Chine est socialiste, elle offre un certain nombre d'avantages sur le modèle capitaliste qui est le nôtre, et peut-être penser que sans copier la Chine, on a intérêt à nous à s'inspirer d'un modèle socialiste. Mais au-delà de ça, enfin, je vais essayer de répondre un peu, mais au-delà de ça, moi, j'ai envie de dire ce que je pense que c'est sans doute moi qui n'ai pas été clair sur ce point peut-être, et c'est peut-être lié aussi, comme le disait Jean-Paul Legrand, au déficit malgré tout de formation dans le parti sur ce concept que j'ai mis moi en avant de régulation, enfin de régulateur fondamental par le taux de profit. Et je pense que, et même dans l'intervention de Léon, je ne suis pas d'accord tout à fait avec ce que disait Léon. Et je pense que ça éclaire la remarque qui était tout à fait juste d'Eva sur la place du profit en Chine. C'est pas de dire qu'il n'existe pas. Il y a des entreprises privées. Et ces entreprises privées, elles fonctionnent selon le principe du profit, évidemment. Par contre, ce qui ça revient à dire, c'est que l'État chinois, lui, impose des critères qui ne sont pas le taux de profit, qui sont le développement, pour le moment, qui est en train de basculer vers autre chose, mais ça a longtemps été le développement uniquement, c'est en train de devenir un peu plus compliqué, mais et c'est ce qui fait que quand même, et ça c'est une vraie caractéristique que montre très bien, j'ai envie de quand même citer ce livre, le livre de Rémi Herrera et de Jiming Long, La Chine est-elle capitaliste? Question à l'envers. Mais voilà, 6 livres, 100 pages, très très bien faits, avec beaucoup de données, où ce qui montre bien, et c'est ce que j'ai dit, la Chine, c'est quand même 30 années où le taux de profit est négatif, alors global, alors qu'il n'y a pas, et que les entreprises n'arrêtent pas la production, visiblement sont capables d'absorber. L'État est capable d'aider les entreprises à absorber. Voilà, les mécanismes sont compliqués, sont complexes, parce que c'est de l'économie publique, privée, enfin, il y a le mélange entre les deux. Mais en tout cas, le taux de profit n'a pas un impact direct sur la manière dont les entreprises sont gérées, gèrent la main-d'œuvre. Et ça, je pense, c'est une vraie rupture pour la Chine. Et c'est pour ça, il faut quand même distinguer voilà, ce qui tient du privé des entreprises, qui, pour le taux de profit est important, et ce qui tient de l'État et de ce qu'ils ont réussi à imposer comme régulateur qui, à mon sens, a véritablement été le développement. Et là, j'aimerais quand même dire ce que j'ai dit à un moment, mais très très vite, et je pense que c'est intéressant dans l'analyse du Parti communiste chinois, pour eux, c'est que la contradiction fondamentale, ce qu'ils appellent la contradiction fondamentale du socialisme chinois a changé. Pendant longtemps, ça a été la contradiction entre le développement des forces productives et la satisfaction des besoins.
De dire comment on fait pour développer l'économie rapidement, malgré tout, parce qu'on a besoin d'accumuler du capital pour se développer, et en même temps éviter l'explosion des inégalités, donner à la population accès à des biens, éviter l'explosion des inégalités délétères, etc., etc. C'était ça la contradiction, avec voilà, parfois réussi, parfois pas réussi. Et aujourd'hui, pour eux, ils nous disent aïe, cette contradiction est dépassée parce que nous avons atteint un niveau de développement suffisant pour commencer à parler tranquillement, pour plus être pris à la gorge par le développement. Et désormais, notre contradiction fondamentale, c'est entre la satisfaction des besoins et l'environnement. Mais c'est très récent, en fait. Enfin, en tout cas, c'est annoncé, je crois que c'est le 18e ou 19e congrès du parti, donc ça a moins de 10 ans que ça a basculé. Et vraiment, je pense que c'est un point intéressant de voir comment ils vont s'en sortir maintenant qu'ils nous disent que c'est l'environnement qui devient notre contradiction fondamentale. Ce n'était pas le cas avant, et donc les images qu'on a de la Chine, là, je pense, ne doivent pas avoir ça en tête. Sur les classes sociales en Chine, malgré tout, j'avais quand même aussi envie de dire un petit élément. Je pense qu'il y a une sorte de jeu à trois en Chine, mais pas entre, comme chez nous, une bourgeoisie. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais c'est qu'elle est très minorisée, elle est très exclue du pouvoir, elle n'a pas un pouvoir politique fort. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est inexistante, elle a un pouvoir économique. On sait qu'en tant que marxiste, tout n'est pas politique et que quand on a un pouvoir économique, on a un pouvoir, mais d'exploitation, ne serait-ce. Mais ce rôle, on voit, il est lui-même de plus en plus minorisé par le rôle croissant de l'intervention dans les entreprises, notamment de deux institutions chinoises, le Parti communiste, enfin les cellules du Parti communiste et ce qu'ils appellent l'Assemblée ouvrière. Donc, qui voient leur rôle croître assez rapidement ces dernières années. Voilà, mais le jeu à trois, il est plutôt entre paysannerie, ouvriers et cette population dans les services, cette couche moyenne dans les services qui a atteint la société de moyenne aisance. Et il y a ce jeu à trois qui, pour le moment, tient aussi parce que la croissance est là, elle est forte. Si ralentissement de la croissance il y avait, quels seraient les choix qui seraient faits entre ces trois groupes sociaux? Et peut-être une question plus compliquée. Quel va être le devenir de la paysannerie? C'est plus compliqué. On voit bien qu'effectivement, la paysannerie va diminuer en nombre, même si les Chinois ne veulent pas tomber à nos 3% qu'on a en Europe. Mais il y a quand même une réduction de la paysannerie. Donc, vers quoi va basculer ces paysans? Voilà, il y a toute une série de questions comme ça qui se posent, qui restent quand même ouvertes. Et je ne développerai pas ici parce que c'est très long, mais je vous renvoie là aussi à la fois au livre de Jean-Claude sur la Chine et au livre de Rémi Herrera. Puis peut-être le dernier point, c'est sur la démocratie en Chine. Je pense que c'est quand même un point important qui est évidemment imparfaite. Et là aussi, c'est ce que disait Rémi Herrera dans le dernier débat. La Chine n'est pas un modèle, ça c'est sûr. Elle est très loin du communisme, c'est évident. Elle est en route vers le communisme, c'est le socialisme. Et le socialisme, ça reste un combat. C'est un combat permanent sur toute la voie du socialisme. Mais en Chine, voilà, la démocratie, malgré ses imperfections, elle repose quand même sur deux choses que je trouve intéressantes. Cette planification, comme je le disais, avec vraiment une remontée depuis les institutions fondamentales que sont les comités de quartier et les comités d'usine jusqu'à la commission nationale de planification. Alors voilà, avec des agrégations à tous les niveaux et plus on monte, moins on sait comment ça se passe. Donc effectivement, il y a des limites, mais avec vraiment un rôle de la base, une mobilisation assez massive de la population à la base pour participer à ça. Et le deuxième élément, c'est l'existence de tous ces comités, ces deux structures, comment ils disent, d'auto-organisation des masses. Je crois que c'est l'expression chinoise. À la fois les comités de quartier et les comités d'entreprise, enfin, au niveau des entreprises. Avec les comités de quartier dont on a vu le rôle central pendant le Covid, ce sont ces comités qui ont géré largement le confinement, l'approvisionnement de la population, le suivi de la population de qui était malade et qui ont transmis aux hôpitaux qui étaient malades, qui étaient affectés, enfin voilà, qui ont été en liaison directe avec les hôpitaux pour gérer ça. Et c'est une véritable auto-organisation où participe une grande partie de la population aussi sur des bases électives. Et là, voilà, donc il y a quand même une vraie démocratie de base, idem dans les entreprises, avec, comme je l'ai rappelé, ce rôle des commissions ou des assemblées ouvrières, notamment dans les entreprises d'État. Ça reste limité effectivement à un segment de l'économie, mais qui ont un vrai pouvoir
codécision, de veto. Et ce veto qui est tranché, pas comme en Allemagne, il y a égalité, et puis à la fin, c'est l'actionnaire de référence qui tranche. Non, là, c'est tranché par la cellule du Parti communiste. C'est quand même une vraie différence sur qui tranche le débat. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une démocratie parfaite, certainement pas, ni même dans les entreprises, que ce n'est pas une démocratie ouvrière, mais en tout cas, c'est une vraie progression, enfin, c'est une vraie réflexion sur des éléments que nous, on n'a pas du tout, qui n'existent pas du tout chez nous. Donc, je ne vais pas dire un partout, la balle au centre, ce n'est pas une question de donner des bons points à droite, à gauche, mais il y a quand même une question de se dire, bon, nous avons des choses intéressantes qu'il faut regarder, qu'il faut réfléchir. Nous avons un modèle républicain. Les Chinois ont un modèle qui, en tout cas, n'est pas complètement dépourvu d'intérêt, y compris pour nous. Voilà, je pense que c'est un peu ce que je voulais dire, avec vraiment un accord aussi, comme ça bouclera sur ce que je disais au tout début sur la différence entre privé et État pour le taux de profit, mais avec ce que disait Jean-Claude, une vraie, et je suis totalement d'accord avec Jean-Claude là-dessus, moi je pense, avec une vraie différence là aussi entre des comportements privés qui sont ce qu'ils sont, qui peuvent être mauvais, ça peut être des crapules, pour reprendre le mot de Jean-Claude, y compris dans le parti, et une volonté de gestion de l'État et les structures existantes au sein de l'État et du parti, dont la lutte anticorruption est un exemple fort, pour éliminer ces comportements crapuleux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais c'est le rôle de la justice ou des institutions de les corriger. Oui, alors ça tombe bien que Robert ait abordé la question là, on va dire des interactions ou des rapports entre l'essor chinois et les politiques nationales. C'est ça que je voulais développer. Je voulais développer ça aussi en lien avec la question qu'avait posée Léa, qui posait la question de la Chine, est-ce qu'elle est impérialiste ou pas? Alors, c'est vrai que en tant que marxiste, on est un peu démuni, on va dire théoriquement, pour aborder la question, parce que nous, notre grosse référence sur le sujet, c'est on va dire l'impérialisme de Lénine, qui décrit comment à partir du capitalisme qu'il observe à l'époque, comment en fait il y a des mécanismes, on va dire, de déversement des excédents qui se font et comment les bourgeoisies nationales accompagnent ça. Alors ça, dans le cas chinois, ça nous aide pas trop ça nous est pas très utile, parce que comme l'a dit Kevin, en fait, le taux de profit n'est pas au cœur de la régulation du mode de production chinois. Alors, je pense qu'il faut aborder la question avec un aspect peut-être plus empirique et pas forcément chercher à faire une théorie de l'impérialisme chinois ou quelque chose qui s'en rapproche. Alors, un premier chiffre déjà qui peut nous apporter des éléments de réponse, c'est le nombre de bases militaires à l'étranger. Les États-Unis, c'est à peu près 800 bases militaires à l'étranger. La France, je ne sais pas exactement, mais vous savez tous qu'on est l'armée française, elle est en opération déjà depuis plusieurs années dans plusieurs pays, notamment en Afrique, autour du Mali. On a à peu près 4500 militaires engagés à l'étranger. Alors la Chine, en comparaison, c'est une base militaire à Djibouti, et c'est pour sécuriser essentiellement des flux de marchandises. Donc déjà, on a un premier élément de comparaison qui fait réfléchir. Une deuxième chose qui est intéressante. Alors moi, je m'intéresse en particulier on va dire à la région latino-américaine, et je connais pas très bien l'Afrique, mais pour le cas latino-américain, les effets de l'économie chinoise ou de ce qu'on pourrait appeler l'impérialisme chinois en Amérique latine, ils sont, on peut les résumer de la manière suivante. Je dis l'impérialisme chinois, je mets des guillemets, je le reprends, mais je ne pense pas que ce soit une expression adéquate. En gros, l'essor chinois au début du XXe siècle, ça a provoqué une première chose, c'est un boom des matières premières. Donc ça a été à l'origine, on va dire, d'une reprimarisation des pays d'Amérique du Sud, ce qui a été considéré comme problématique, notamment pour les pays qui avaient l'ambition de développer une industrie. Alors ça, est-ce que c'est la faute des Chinois ou est-ce que c'est la faute, on va dire, des pays qui n'ont pas su mettre en place de politique industrielle là-bas? À mon avis, la question penche plutôt dans le deuxième sens. Mais surtout, ce qui est fondamental, c'est que le développement de la Chine
en fait, ça a donné des marges de manœuvre accrues pour développer ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a donné un nouvel accès au crédit. Et cet accès au crédit, en fait, il est différent de l'accès au crédit que fournissent les Occidentaux, parce qu'il n'y avait pas de conditionnalité. Donc, en fait, on a une politique de financement des Chinois qui est centrée sur les questions de développement et qui n'est pas, comme le faisaient les États-Unis, sous condition de mettre en place des réformes de destruction de l'État, des réformes néolibérales, qui en fait avaient affaibli ces pays-là pendant, depuis les années 80, depuis la crise de la dette. Donc on a une première chose qui est vraiment très très importante. Et on a aussi tout ce qui est le financement d'infrastructures qui sont très utiles pour le développement. Et je pense que si on regarde tout ce qui est l'essor des socialismes ou des post-néolibéralismes latino-américains, à la suite de ce qui a été initié par Chavez, en fait, on comprend pas bien comment ça a été possible, ces expériences, si on remet pas ça en perspective avec l'essor chinois et aussi l'appui qu'ont pu donner les Chinois à ces processus-là. Ça, je pense que c'est fondamental. Donc, à mon avis, pour moi, avec mon point de vue plus latino-américain, je dirais que c'est pas pertinent de parler d'impérialisme chinois, et que si on regarde l'effet de l'action de la Chine en Amérique du Sud, elle est beaucoup plus positive qu'elle n'est négative, parce qu'elle a donné des marges de manœuvre accrues à des régimes qui, justement, se proposaient de construire le socialisme, avec toutes les limites que ces expériences ont connues. Alors, et ensuite, les Ouïghours. L'histoire des camps de concentration avec 2 millions ou 1 million de Ouïghours, c'est vraiment de la blague, quoi. Le Xinjiang, qui est la région où il y a le plus de Ouïghours, mais il n'y a pas que des Ouïghours. Il y en a à peu près 30-40%. Cette région-là, c'est une vieille région de rencontre de culture. On croirait que le nord-ouest chinois, c'est un lieu d'affrontement entre deux civilisations. C'est vraiment le contraire de l'histoire chinoise. Dans cet endroit de la Chine, il y a eu la rencontre de la religion bouddhique, islamique et chrétienne. Voilà, et ça a des conséquences. L'histoire n'est pas neutre, elle véhicule ça. Et il est vrai, au sein des Ouïghours, des gens qui haïssent la Chine. Ben oui, moi, je ne dis pas que ça me fait plaisir, mais je sais qu'en France, il y a des Corses qui haïssent la France, et il y a des Bretons et des Basques qui haïssent la France. Ben oui. Et simplement, il faut replacer ça dans le cadre international, et il ne faut quand même pas être naïf. Les États-Unis sont en première ligne pour exciter un certain nombre de gens à créer des attentats. Il y en a eu sur la place Tiananmen. Il y a sur la gare une station du sud chinois à Kunming. Il y a eu une quarantaine ou une vingtaine de gens qui ont été égorgés. Les Chinois, ils n'aiment pas ça, quoi, hein. Et ils prennent des dispositions pour que les terroristes potentiels ouïghours soient inoffensifs. Cela dit, il se trouve que moi, j'ai visité cette région, je suis allé, et les Chinois prennent aussi, ils sont pas idiots, ils savent qu'il y a un problème, et le problème, c'est que c'est un pays le moins développé de la Chine. Voilà, c'est un pays. Et donc, depuis 2008-2010, ils se sont dit, il faut qu'on développe ce pays, il faut qu'on révise l'analphabétisme, il faut qu'on permette aux Ouïghours de se développer eux-mêmes, parce que c'est ça qui est la base de la démocratie. Et donc, la base de la démocratie chinoise, c'est la démocratie substantive, c'est créer les conditions pour que les gens vivent mieux. Et bon, il y a toute une législation sur ce point. Moi je suis d'accord, il faut qu'on discute de ça sainement, mais franchement, sortir, alors il faut sortir de ces trucs, les camps de concentration, c'est vraiment des aberrations. Voilà. L'islam en Chine a sa place. Les personnes qui portent un voile, ça pose pas de problème. Nous, ça nous pose des problèmes, mais en Chine, non. Ils s'en foutent. Ce pas des gens qui sont
Les gens, ils n'ont pas la même conception de la religion que nous pouvons avoir. D'abord, des remerciements à tous et à toutes pour être restés jusqu'au bout. Encore une fois, un débat fraternel. Encore une fois, la question du socialisme comme une non-question, comme quelque chose qu'on aurait toujours discuté entre nous, comme quelque chose qui ferait partie de notre, non seulement notre héritage, mais notre visée, quelque chose que nous aurions à travailler ensemble. Et alors, qui nous sommes? Moi, j'aimerais quand même revenir un peu là-dessus. Nous sommes ici avec à l'initiative de Socialisme en débat, c'est-à-dire, on va dire quoi? Une plateforme, une volonté commune d'un certain nombre de camarades de faire croître une question dans le parti parce qu'elle est légitime, de lui donner toute sa place, mais nous ne sommes pas des structures du parti. Nous n'avons pas vocation à trancher les débats de parti, nous n'avons pas vocation non plus à nous substituer à celle-ci, notamment dans la forme congrès, puisque l'année qui vient est l'année du congrès statutaire. Et puis surtout, quand je nous regarde, puisqu'on a la chance, nous les organisateurs, de voir un peu le fichier des participants, et c'est aussi intéressant d'un point de vue statistique, et on l'a un peu regardé, nous, on se dit, avec Fanny, Kevin, Clara, on se dit, on est le parti réel, on est un peu du parti réel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que la plupart d'entre vous exercez des responsabilités petites, importantes, mais que vous êtes des militants du parti et que vous êtes engagés et que vous faites plus peut-être que d'autres qui vont vendre l'humanité, vendre les vignettes de la fête du Mar, faire des pétitions, faire vivre le parti au quotidien, ce que nous on appelle le parti profond, c'est-à-dire ceux qui font vivre nos cellules, ceux qui font vivre nos sections. Vous êtes un peu plus que ça dans l'engagement, et c'est un peu une des raisons pour lesquelles vous êtes venus ce soir, probablement. Et on se dit que la notion d'éducation populaire que vous avez portée tout à l'heure dans le débat, elle est extrêmement importante, et qu'il ne faut pas se tromper. C'est à nos structures, nos cellules, nos sections, nos fédérations de porter cela. Et qu'on a, si on a amené la question du socialisme, on amène aussi quand même implicitement la question de la faiblesse de notre organisation, et peut-être c'est un enjeu de congrès, de se réapproprier, de faire vivre notre organisation. Mais ne nous fixons pas comme objectif à nous de le faire. Je pense que ce serait une erreur. Par contre, ce que nous pouvons aider à faire, et c'est ce que nous aurions aimé faire si nous n'avions pas été confinés, c'est aider à ceux du parti réel, ceux qui ont des responsabilités, à organiser par exemple des retransmissions en direct de ce type de débat, de façon à pouvoir travailler avec des camarades qui sont moins aguerris sur les questions idéologiques, parce que le format de débat que nous avons choisi, il a quand même un avantage. Il n'y a pas d'un côté des sachants qui maîtriseraient parfaitement les choses, et d'autre côté des gens qui auraient à apprendre. Tout à l'heure, quelqu'un a dit j'ai peur de dire des bêtises, je ne connais pas la question. Eh bien, je pense qu'elle n'a pas dit de bêtises. Je pense qu'elle a fait progresser le débat et que dans nos cellules, dans nos sections, il y a beaucoup de gens qui, comme elle, nous aideraient à faire progresser le débat. Donc, c'est une invitation à poursuivre nos débats, mais aussi à vous les faire, à revenir dans vos structures et à les faire vivre. La production de supports écrits, la production des interventions, la production des introductions est aussi un moyen que nous nous donnons de pouvoir relayer ce débat au mieux dans nos structures. Pour en venir maintenant au fond de la chose, j'ai 4 points. Le premier, c'est la Chine est-elle socialiste? Je pense que nous avons donné des éléments de réponse, Kevin a donné des éléments de réponse, mais chacun dans le débat a donné des éléments de réponse qui montrent que la Chine est socialiste dans la mesure où elle développe un système socialiste, mais que ce n'est pas le socialisme, mais que c'est un modèle de socialisme qui a été créé, adapté et développé dans des conditions historiques données et pour un pays qui a une démographie donnée et qui arrive dans l'histoire à un moment donné. Ce qui me permet de dire que la Chine n'est pas un modèle et que nous ne proposons pas ici ce soir, et tous communément nous l'avons admis, de faire de la Chine un modèle. Mais à l'image de ce que dit Jean-Claude Delaunay, un sujet d'étude. Un sujet d'étude, pourquoi? Parce qu'avec 1,3 milliard d'habitants, en étant bientôt on étant d'une certaine manière déjà la première puissance mondiale et de plus en plus une nation qui va guider au développement du monde, puisque c'est aussi une des volontés de la Chine, on a à regarder ce qu'ils font, à confronter ce qu'ils font avec notre vécu, notre réel, regarder ce qui peut être transposé, ce qui peut être utilisé, et aussi, repartant de notre propre existence, de notre propre contradiction, se dire, eux, ils ont géré ça comme ça dans leurs conditions de vie, comment nous, on gérerait les choses dans nos conditions de vie. Je parlais de la transition énergétique tout à l'heure. Voilà, nous sommes en train de travailler dans ce parti, et en France,
à faire une grande conférence nationale de la question énergétique. On va traiter de cette question-là, on va essayer de proposer des solutions. Le parti réel, avec sa direction nationale, va réfléchir à des questions qui peuvent amener à la transition énergétique, mais aussi peut-être à un autre modèle de société. Donc, voilà, cette question de la Chine, comme la question du Vietnam ou la question de Cuba, doit être traitée comme un moyen de s'approprier nos propres enjeux et à une invitation au travail. Dernière chose, un petit peu pour faire une transition, il y a bien un débat sur l'Union européenne qui vient la semaine prochaine. Je pense que vous l'avez dit vous-même, la Chine, elle a un cadre de développement qui est celui d'un sous-continent. Elle maîtrise son développement. La France s'inscrit dans un ensemble plus cohérent qui est l'Europe et pas l'Union européenne. Je fais une grande différence. Et on l'a vu avec la question grecque. C'est-à-dire que quand on veut mener une politique progressiste dans un pays et qu'on n'a pas les moyens de son autonomie, on est obligé de travailler et de composer avec les structures de coopération préexistantes et pour nous, les traités de l'Union européenne. Donc la question sous laquelle il doit falloir aborder la question de l'Europe et de l'Union européenne, c'est plutôt dans l'angle de savoir si, dans une transition progressiste, dans une transition socialiste, l'Union européenne va être un frein, un obstacle, et à quel moment il va falloir se poser la question et bouger sur ces questions-là. Plusieurs personnes ont ramené la question de l'internationalisme. Le cadre européen n'est pas le cadre du développement. La Chine ne se fixe pas comme cadre le sous-continent, même la région Asie. Le développement est mondial. Nous sommes dans le cadre d'une économie mondialisée. Et effectivement, la question des coopérations, la question de l'internationalisme nous est posée, et notamment avec la Chine elle-même, qui est pourtant à l'autre bout du monde, parce qu'elle est la première puissance mondiale, parce qu'elle est capable, effectivement, ça a été dit pour l'Amérique latine, d'être un moyen, un support à l'émancipation des peuples. Une dernière chose, toute dernière, pour faire le lien avec le débat de la semaine prochaine, dans la semaine de 15 jours, effectivement, le développement du socialisme en Chine s'est appuyé sur une alliance objective de classe, de la classe paysanne et de la classe ouvrière. Nous sommes, et je pense que c'est Pierre-Alain Millat qui l'a dit, nous sommes dans une économie développée. La notion de classe existe toujours en France, mais l'alliance de classe, elle ne se fera pas entre une paysannerie ou un monde rural qui est entre 3 et 10% de nos classes sociales, mais peut-être, et je pose la question en débat et on verra ce que Fanny en fera dans son exposé, peut-être entre une classe ouvrière et une classe intellectuelle, voilà, qui produit, d'ingénieurs, une classe qui amène aussi à la production et qui a tout intérêt au développement de l'économie réelle. Mais là, c'est anticipé sur un prochain débat et c'est de dire que ces questions sont liées, celles de l'internationalisme, celles du socialisme, celles des exemples et des modèles, et que l'intérêt de cette série de débats, c'est d'être un véritable laboratoire d'études, un laboratoire d'échange. Merci encore à vous toutes et à vous tous pour vos interventions. Ceux qui ont envie de les mettre par écrit de façon à ce qu'elles soient partagées, n'hésitent pas à le faire. Et on vous invite pour les 2 prochains débats, ceux qui s'y ont intéressés ou qui pensent avoir une contribution un peu particulière à faire, aussi de les mettre par écrit et de nous les soumettre avant les 2 débats, afin de commencer à contribuer et à aller un tout petit peu plus loin que la première forme de débat, qui était un débat à l'horizontale, et de se dire que maintenant, on met à disposition du parti et de nos structures des éléments de réflexion que nos congrès à venir auront certainement à traiter. Et je forme le vœu à titre personnel que le socialisme cesse d'être en débat parmi nous et devienne une question pour le parti, et pas simplement une question de débat, mais une question d'action et une question de changement de société.